Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de parler ici. Donc, ce n'est pas du tout le même sujet que le cours PECO et je suis très content de pouvoir présenter ces travaux. Donc, effectivement, c'est sur les transformers. Alors, voilà. Donc, les transformers, c'est une architecture de réseau de neurones qui a été introduite dans un papier devenu célèbre qui s'appelle Attention is all you need en 2017 et qui, depuis, ces transformers sont présents absolument partout en IA, que ce soit pour le traitement du langage, la vision, l'audio, des applications aussi en robotique, partout. Et en fait, ce T, tout le monde le connaît puisque c'est le T de GPT. GPT, c'est Generative Pre-trained Transformers, et aussi de BERT, c'est aussi le T de BERT, qui est une architecture particulière. Et donc, et donc, notre objectif, ça va être de présenter un cadre mathématique pour analyser les transformers. C'est un modèle au sens où on est proche des transformers réels, mais évidemment, c'est aussi une simplification. Mais il a ça d'avantageux qu'à la fois, il permet d'expliquer plusieurs phénomènes qui sont observés en pratique, et en même temps, il a des côtés mathématiques assez sympas et même très jolis. Et la nouveauté principale dans les transformers, c'était l'implémentation de quelque chose qui avait été trouvé un peu avant, mais qui était là, mis dans une architecture de façon efficace. C'est ce qu'on appelle l'auto-attention. Et en fait, d'un point de vue maths, c'est essentiellement dire qu'il y a un système de particules en interaction sous-jacent, et donc on va pouvoir étudier sa dynamique sur l'espace des mesures. Donc, je vais vous présenter d'abord ce mécanisme d'auto-attention, et pour ça, je suis obligé de vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc, dans des réseaux de neurones classiques, on a des données XI, YI, que j'ai écrites là-haut, et un réseau de neurones classique, ce serait une famille paramétrisée d'applications Fθ, de RD dans Rm, avec des poids, donc θ, et on essaye de résoudre un problème d'optimisation sur tous les θ, trouver le minimum de ce qu'on appelle la fonction de perte, qui est typiquement ici une régression. Donc Fθ de xi, on veut essayer de les faire correspondre avec les yi, et éventuellement il y a une pénalisation du paramètre θ dans une certaine norme, et on veut trouver donc le meilleur θ. Ça, c'est une démarche un peu i par i, xi par xi, mais donc typiquement Fθ, ça va être la composition d'un certain nombre de fonctions simples, et chaque fonction gθi est ce qu'on appelle une couche, qui est une fonction de x. Les transformers, donc ça repose sur un mécanisme différent, les couches d'auto-attention. Alors comment ça marche? Typiquement, je vais prendre un exemple de traduction. Si vous avez une phrase en anglais, donc, qui est écrite ici, le transformer, d'abord, ce qu'il va faire, c'est qu'il va découper cette phrase en mots ou en tokens, qui peuvent être des parties de mots, et chacune de ces parties de mots, on va l'envoyer dans RD. Là, j'ai écrit que l'application est aléatoire, elle peut aussi être apprise, mais peu importe, à la fin, vous avez des points dans RD, vous en avez petit n, n c'est le nombre de tokens, et ils sont tous dans RD. Et les couches d'auto-attention, c'est des couches qui fonctionnent vraiment séquence par séquence. Donc, c'est des applications de RD puissance n dans RD puissance n et qui ne fonctionnent pas i par i. Au sens où, donc voilà, on voit, elle prend x1 jusqu'à xn, elle sort x1' jusqu'à xn', mais chaque xj' dépend de tous les xj, dépend de tous les xi et pas seulement du xj en question. Donc ça, évidemment, d'un point de vue maths, c'est pas très compliqué. Mais pourquoi c'est si intéressant? C'est que ça implémente le fait que quand on veut faire de la traduction, par exemple, on veut comprendre le contexte général dans lequel un mot s'inscrit, et pas juste traduire le mot. Évidemment, il y a des mots qui peuvent avoir plusieurs sens, et puis de façon générale, voilà, le mot avocat, ça peut être un fruit, ça peut être un métier. Bon, évidemment, le contexte est important. Évidemment, dans cette application, il y a des paramètres, les analogues de θ, qui sont entraînés, et qui sont entraînés pour faire quoi?
Pour envoyer un ensemble, cette fois-ci, les données, du coup, c'est des ensembles de grand N suites de tokens. Grand N, c'est le nombre de suites de tokens, et chacune de ces données est dans RD puissance N. Et on veut les envoyer, par exemple, aussi dans RD puissance N, si on veut faire de la traduction, ou, bon, évidemment, il n'y a pas forcément le même nombre de mots, mais voilà. Et alors, c'est quoi ces applications particulières? Donc, c'est pas n'importe quelle suite, c'est pas n'importe quelle application des suites dans les suites, c'est donc ce qu'on appelle un one-head, donc une couche d'auto-attention avec une tête. C'est pour chaque i dans n, xi est envoyé sur xi plus la somme des PIJ vxj. Alors, v, c'est une matrice d fois d, donc c'est presque rien, la plupart du temps, on s'en fiche un peu. Mais PIJ, par contre, c'est super non linéaire, c'est là que tout est caché, et donc c'est cette matrice d'auto-attention que je vais écrire parce que sinon on va l'oublier. Donc les PIJ, c'est E puissance QXI KXJ sur la somme des E puissance QXI KX, j'ai pris quoi? K égale 1 à n. Et donc, c'est un coefficient. Et les matrices Q et K, que évidemment on pourrait mettre ensemble si on faisait juste une transposition, mais c'est comme ça que ça a été écrit au début. Ce sont des matrices D fois D, et la propriété importante, c'est que la somme sur J fait 1, quel que soit I. C'est un noyau très particulier, mais on va voir qu'il y a des moments où on n'a pas envie de travailler avec des noyaux aussi particuliers, et en fait, ce noyau a des propriétés incroyables. Donc, on remarque déjà que PIJ est différent de PJI, donc c'est une attraction un peu particulière où l'attraction de I sur J n'est pas la même que celle de J sur I. Et pour chaque I donné, en fait, l'attention compare les alignements QXI scalaire KXJ, les tailles respectives des alignements pour tous les J, et va donner de l'importance aux J qui sont bien alignés en quelque sorte, pour lesquels QXI scalaire KXJ est grand. Q, ça s'appelle la matrice query, donc de demande en quelque sorte, et K, la key, et on essaye de voir comment voilà, les demandes et les clés s'emboîtent. Je suis un peu perdu avec les D et les N. Voilà, alors N. Dans ce que tu as écrit, on voit que tu as N coordonnées X1 et Xn, ouais. Et chacune de ces coordonnées vide dans RD. Oui, c'est ça. XI est dans RD, et on a X1 jusqu'à Xn. Et il n'y a presque aucune autre notation à savoir, et quand j'écris grand N, c'est des suites de X1 jusqu'à Xn, je peux en avoir grand N suites de... D'accord. Voilà. Et une idée dans la pratique, je connais la réponse, mais je pense que c'est bien de le dire, c'est des tailles typiques de petits d et de petits voilà. dans l'utilisation. Voilà, donc justement, donc, ça a évolué au cours du temps, puisqu'on sait faire des choses de plus en plus grandes. Mais l'idée, c'est que D va être de l'ordre de 1000, mais N, par contre, c'est vraiment immense, c'est de l'ordre de 1 million maintenant, ou même plus, et il y a vraiment une question de la limite N tend vers l'infini. Et plus on prend de contexte, meilleur on est, en quelque sorte, évidemment. Donc, et transformers, donc ça c'était une couche que je vous ai décrite, et les transformers, évidemment, ça compose plein de couches d'auto-attention avec différents QK et V, et donc à la fin, ça reste des fonctions de RD puissance n dans RD puissance n, et comme on compose plein de couches, il y a une idée générale qui est d'écrire ça comme avec une dépendance en temps. T ici, c'est l'indice de la couche. Okay, on a plein de couches qui se succèdent, on imagine qu'elles sont un peu infinitésimales, qu'on a discrétisé une EDO, vous voyez, parce qu'en haut, on avait xi' égale xi plus quelque chose, donc c'est une perturbation, en quelque sorte, du xi. On en compose plein, et à la fin, on arrive à un système couplé d'EDO, qui sont écrits comme ça. J'ai écrit PIJ de T, puisque Q dépend de T, K dépend de T. Pardon, désolé. Et il y a une propriété clé que je vais dire dès maintenant, c'est celle de l'équivariance par permutation. C'est très très simple. Ça dit juste que, en fait, les labels, on ne les voit pas. Comment les XJ sont numérotés, on ne le voit pas.
C'est-à-dire que si on prend une entrée, on prend une suite x1 jusqu'à xn que j'ai écrite ici, et on la permute, et ben la sortie va aussi juste être permutée, on peut le vérifier directement, et donc on obtient bien une dynamique sur les mesures, les mutées, qui sont les mesures empiriques des xi de t. Et donc on a une équation de continuité, dt muté plus la divergence de muté, un champ de vecteurs appliqué à un champ de vecteurs qui dépend de façon très non linéaire de muté, et qui dépend aussi de t, puisqu'il y a q de t et k de t. Bon, je l'écrirai peut-être à un moment, c'est très simple, mais voilà. C'est très basique, c'est juste une démarche de modélisation, hein, à ce stade, il n'y a pas grand-chose. Alors... Petite remarque, hein. Tu sais de Sander sur des trucs comme ça, oui. Mais c'était fait ici au Collège de France dans mes cours il y a 15 ans. Oui, ça, j'en doute pas. Il y a des choses beaucoup plus compliquées que ça pour les mesures. Oui, non, mais on ne prétend pas réinventer la poudre. Mais on va voir des phénomènes marrants spécifiques à ce truc-là. D'accord. Donc la tâche numéro 1, par exemple, que ce genre de transformer peut résoudre, c'est de prédire un mot masqué dans une phrase. Vous avez une phrase, il vous manque un mot, et vous devez retrouver ce mot. Mathématiquement, on veut entraîner Q, K et V, ça veut dire, c'est l'équivalent du paramètre θ de tout à l'heure, pour fitter, pour faire correspondre, pour fitter une application de RD puissance n dans RD puissance n, et ou alors, on peut aussi avoir, après une fois qu'on a la sortie du transformer, c'est quelque chose dans RD puissance n, on peut juste projeter dans RD si on veut juste retrouver, par exemple, un mot masqué. Il y a une deuxième application, c'est de générer du texte, et à ce moment-là, c'est fondé sur un mécanisme qui s'appelle Next Token Prediction, donc prédiction du prochain token. Et c'est une variante de l'attention où on fait le même noyau, sauf qu'on rajoute le fait que J doit être plus grand que I. Et à ce moment-là, à quoi ça sert? Ça sert à dire que chaque mot ne peut pas, on ne peut pas utiliser les mots qui vont suivre pour prédire les mots qui vont suivre, évidemment. Donc ça casse un peu la symétrie, on va moins en parler, mais c'est comme ça que GPT, par exemple, fonctionne. Et donc, en fait, c'est la différence entre ce qu'on appelle un encodeur et un décodeur. La première chose où l'attention, c'est où il n'y a pas ça, ça s'appelle un encodeur, et avec ça, ça s'appelle un décodeur. Et souvent, dans les vraies architectures, on a les deux, parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la traduction, l'attention standard, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre de comprendre dans la phrase quelles sont les choses clés. Par exemple, elle va envoyer des synonymes vers des points très proches. Et ensuite, le décodeur va permettre de générer la translation à partir de ça. La traduction, pardon. Désolé, j'ai fait mes slides en anglais et évidemment, je m'embrouille un peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va répondre à quelques questions. On va étudier le système dynamique et on va regarder notamment des phénomènes de clustering. Et ça, c'est une première question. Parce qu'on va s'apercevoir que ce système dynamique, naturellement, il fait ça, et on va voir que ça correspond à quelque chose en pratique. Ensuite, je vais parler un petit peu de ce qu'on appelle la sample complexity, c'est à quel point, justement, quand n est grand, je suis proche de la limite infinie, et je vais parler aussi de l'expressivité de ces réseaux de neurones. Et il y a d'autres questions qui sont très intéressantes, l'entraînement, et aussi pourquoi les transformers fonctionnent bien sur des tâches particulières. Ça, je vais assez peu en parler. Donc le clustering, c'était... Donc nous, on a commencé à travailler sur ça en 2022, quand j'étais aux États-Unis, avec Borian, qui est dans l'assistance, Yuri Poliansky et Philippe Regolet, et on avait bien étudié ce système dynamique avec une hypothèse qui était qu'on considérait des Q, K et V qui étaient constants au cours des couches. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les entraîner, ça veut dire qu'on suppose qu'ils ne dépendent pas de T. Mais cependant, on peut vraiment supposer que c'est ceux qui ont été donnés à la sortie après avoir été entraînés. On a Q, K, V, et voilà. Donc ils ne dépendent plus du temps ici. Et en fait, c'est dans des architectures en pratique, ça permet d'avoir moins de paramètres. Donc c'est quelque chose qui a été utilisé en pratique et qui ne fonctionne pas trop mal. C'est un truc qui s'appelle Albert. Donc d'un point de vue maths, c'était quand même le point de départ, c'était logique. Alors, étant donné des tokens, on a donc ce système couplé d'EDO. Je l'ai réécrit, voilà, et on veut dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on prouve que, sous certaines hypothèses sur Q, K et V, quand t tend vers l'infini, les particules xi de t
évolue, après une renormalisation que je vais expliquer, vers des clusters, et la matrice d'auto-attention PIJ de T converge vers une matrice de Baran, et qui est même booléenne la plupart du temps, donc que des 0 et des 1. Et on a réussi à le prouver, disons, dans des cas qui étaient accessibles facilement ou pas trop difficilement à l'analyse mathématique, mais numériquement, on voyait que ça marchait presque tout le temps. Et on a regardé deux cadres. On a regardé deux cadres parce que ça correspond au fait que de toutes les façons, dans les transformers, il y a un moment, il y a besoin de normaliser. Les gens faisaient ça en pratique, il y a besoin de normaliser. Vous ne pouvez pas juste regarder ce système-là, sinon tout part à l'infini, très rapidement. Et c'est très mauvais d'un point de vue numérique. Donc, il y a deux façons de normaliser, je vais les expliquer. Il y en a une où on projette tout dans la sphère, et il y en a une autre qui est marrante d'un point de vue maths, et qui consiste à juste faire à multiplier tout par e puissance moins t fois, enfin le semi-groupe e puissance moins tv. Ouais. Les hypothèses sur QKV, c'est... Ouais, je vais les dire, mais... Il en faut, sinon c'est vraiment faux. Oui, bien sûr, bien sûr. Typiquement, je vais les expliquer juste après, on a des théorèmes précis. Ouais, je vais les dire. Donc, évidemment, le système est bien posé. Il y avait une question aussi de regarder la même chose à l'EDP, quand est-ce qu'elle était bien posée. C'est pas toujours bien posé. Si vous commencez par une mesure à support no compact, en général, c'est pas bien posé. Mais quand tout est bien compact, typiquement si vous avez n particules, c'est bien posé. Et il y a une autre chose que je tiens à mentionner, c'est qu'évidemment, on a fait cette approximation où on a tout mis en temps continu, mais en fait, les couches, c'est des choses discrètes, et tout ce que je vais raconter, ça marche aussi avec des couches discrètes, c'est simplement que d'un point de vue maths, c'est un peu moins élégant. Voilà, alors, pardon, désolé, encore. Voilà. Alors ça, c'est des petites simulations numériques qu'on avait fait à l'époque. Donc, sur la sphère, on voyait que, hop, tout se concentrait en un point, et sur RD, donc ça veut dire si mes particules vivent dans RD, et qu'on suppose par exemple Q égale K égale V égale l'identité, ce qui est un cas extrêmement simple, mais on voit qu'on a des choses très riches qui apparaissent, on a un polytope convexe qui apparaît, et toutes les particules se mettent sur les sommets du polytope convexe. Donc ça, c'était assez intéressant. Et alors, c'est quoi les... Alors déjà, j'ai mis un slide, je suis désolé, je vais arriver au théorème de maths à un moment, mais je vous dis, ces clusters, déjà, à quoi ils nous servent? Enfin, pourquoi on était content avec ces clusters? Donc j'ai écrit pourquoi on les aime pas. Donc pourquoi on les aime? En fait, c'était un phénomène bien documenté dans la littérature expérimentale, qu'il y avait ce qu'on appelle le rank collapse, donc le rank collapse, le rang qui diminue de la matrice d'auto-attention. C'est très mauvais si ça apparaît dans les premières couches, parce qu'évidemment, ça veut dire que dès le début, vous avez tous vos tokens qui s'écrasent les uns sur les autres, ça ne peut pas être bon, parce que vous perdez l'expressivité, vous perdez tout. Mais par contre, si ça arrive dans les dernières couches, c'est très bien, parce que vous savez justement que les mots, vous auriez envie qu'ils s'alignent les uns sur les autres. Par exemple, les synonymes, vous avez envie qu'ils se regroupent. Vous avez envie qu'il y ait des représentations de barans qui émergent de vos données. Évidemment, c'est ça l'objectif quand on a des données, c'est de les synthétiser. Et en pratique, donc les transformers, ils retardent ce phénomène de collapse, mais ils ne cherchent pas à l'éliminer. En quelque sorte, collapser, c'est un phénomène de compression, et la compression, c'est un peu l'intelligence de tous ces systèmes. Et comme je le disais, ça peut être par contre très mauvais, parce que si c'est vraiment trop clusteré, enfin si ça forme des clusters trop rapidement, eh ben, ça réduit l'expressivité du réseau de neurones. Ensuite, donc un peu notre point de départ, on venait de l'analyse, eh bien, c'était de comparer ça à des modèles bien connus de dynamique d'opinion. Et il y a un phénomène qui est très particulier et qui est différent de beaucoup de systèmes physiques, c'est que PIJ, il ne dépend pas juste de I et J, il dépend de tous les XK à la fois. Et il y a un modèle connu pour lequel c'est aussi comme ça, c'est le modèle de Krause, qui est ce que j'ai écrit ici. Vous voyez qu'il y a un peu une renormalisation du même type. Et pour celui-là, il y avait des Jabin et Motch qui avaient écrit justement des phénomènes de clustering. Alors notre système était plus compliqué, mais il y avait des idées qu'on a réimplémentées parce qu'elles étaient utiles. Et il y a aussi, on a vu en fait que sur la sphère, sur le cercle, c'était aussi lié à Kuramoto, ce qui est un modèle bien connu où on a de la synchronisation d'oscillateurs. On a vu des liens entre les deux. Alors, pourquoi on a étudié sur la sphère? C'est parce que, justement, en pratique, on projette tous les tokens sur la sphère dans GPT-3, dans DeepSeek, dans Mistral, c'est ce qu'on appelle la RMS norme.
Et la raison, c'est donc pour des questions de stabilité du système. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, quand on a commencé à travailler là-dessus, nous, ça nous arrangeait de prendre ça comme normalisation, parce que c'était très simple. Évidemment, vous avez des choses dans RD, vous voulez les faire borner, vous projetez tout sur la sphère, c'est le truc le plus simple. Mais dans la littérature, à l'époque, c'était pas hyper clair que c'était ça que les gens faisaient. À l'époque, il y avait juste Mistral, en fait, qui faisait ça de façon qu'on avait compris qu'il faisait ça. Et tous les autres faisaient ce qu'on appelle layer norm, qui était un truc beaucoup plus compliqué, qui n'avait aucun sens mathématique. Donc on s'est dit, bon, projetons tout sur la sphère, et il s'avère que maintenant, tout le monde fait ça aussi. C'est pas grâce à nous, mais on est content que, du coup, notre modèle s'est aligné avec la pratique sans qu'on ait rien demandé. Donc le système, maintenant, il ressemble à ça. On projette, évidemment, xi points sur l'espace tangent en xi à la sphère. Voilà, c'est très simple. Les xi restent sur la sphère. Et on a mis un paramètre bêta. Évidemment, on est très tenté de mettre un paramètre bêta parce que c'est ce qu'on appelle la température inverse en physique statistique. Et ce bêta, on le met juste parce que comme ça, on fixe le Q et le K, et le bêta nous permet de dire à quel point ils sont grands. Parce que comme l'a dit Pierre-Louis, évidemment, c'est une question clé, c'est la taille des paramètres. Alors, je vais vous raconter les choses sur le cas V égale l'identité. Pour être tout à fait honnête, c'est pas tout à fait satisfaisant d'être obligé de supposer ça, c'est quand même une hypothèse. Mais quand V n'est pas identité, vous pouvez réfléchir à ce qui va se passer. Vous allez plutôt avoir des phénomènes, par exemple, de rotation. Bon, c'est des phénomènes un peu différents, mais disons, l'analyse n'est pas très compliquée non plus. Donc on suppose V égale identité, on a ce système-là, et le premier résultat de clustering, donc je vous présente juste certains résultats particuliers, mais un théorème qu'on avait, c'était pour petit bêta, eh ben, voilà, donc on fixe D et N. Pour bêta plus grand que 0, on note S bêta l'ensemble, le sous-ensemble des données initiales, c'est-à-dire ce que j'appelle les données initiales, c'est vraiment les suites x1 de 0 jusqu'à xn de 0, qui sont des solutions et telles que ça converge vers un seul cluster en temps grand. Et alors, quand bêta est petit, quand bêta tend vers 0, S bêta essentiellement couvre tout le monde. Ça veut dire que quand bêta est petit, la probabilité, quand vous tirez une donnée initiale au hasard, une suite initiale au hasard, que en temps grand, ça converge vers un cluster, ça tend vers 1. Et c'est un résultat qui est très simple d'un point de vue maths. C'est juste de dire, quand bêta égale 0, là, le système, il est carrément trivial, parce que c'est 1 sur n fois la projection de la moyenne. Donc, voilà, on a ça. Et on va suivre l'évolution de la moyenne quand bêta égale 0. On va voir que dès qu'elle est non nulle au début, eh ben, elle va grandir, en fait, la norme de m de t va grandir, m de t va converger, la moyenne des xj, et on en déduit, comme xi point égale la projection de la moyenne, on déduit la dynamique des xi, on déduit qu'ils clusterent vers leur moyenne, et ensuite, pour passer à bêta quelconque, on a un genre d'argument perturbatif qui dit que si bêta est très petit, on va être du coup très proche de la dynamique pour bêta égale 0, donc, au bout d'un moment, on va être assez proche d'une situation où tout le monde est presque clusteré en un point. Et une fois que tout le monde est dans le même hémisphère, en fait, vous arrivez à prouver que même si bêta est différent de 0, eh ben, ça cluster. C'est pas compliqué à voir. Une fois que vous avez réussi à réunir les tokens dans un seul hémisphère, vous avez gagné. C'est assez low technology, mais bon, c'est de la modélisation, on est content. Ça ne dépend pas à nouveau de Q et V? Non, là, ça ne dépend pas de Q et K. Ça non. Non, là, ça dépend de rien. C'est un des seuls résultats qu'on a qui dépend de rien. Tout est caché dans le fait que bêta est petit. Donc, s'ils sont déjà un peu rapprochés, comme c'est le cas pour bêta égale à 0, quel que soit Q et V, ça... Q et K. Oui, non, mais quand bêta égale 0, c'est très très simple. Bêta égale 0, ça se... Ok, et quand bêta est différent de 0, ce qui se passe, c'est qu'on va suivre la dynamique pendant un temps grand jusqu'à ce qu'on soit... On se ramène à voilà. le fait qu'elle soit déjà regroupée. Voilà. Mais ça ne suffit pas à dire qu'il y a un cluster. Non, bien sûr, mais une fois qu'ils sont regroupés, on a un argument pour dire qu'ils vont vraiment finir ensemble. Il n'y a vraiment pas de problème de ce côté-là. Sans hypothèse sur Q. Non. C'est le seul résultat sur la sphère qu'on a qui ne dépendent pas de Q et K. Dès que bêta va être grand, leur rôle va être beaucoup plus important. Ok. Ouais. Comment? Je m'excuse parce que je le crois. Ok. Bon, après, du coup, ce système pour la sphère, il est compliqué. En fait, de façon générale, les systèmes de particules en interaction sur la sphère, c'est compliqué. Et donc, après, on a fait des hypothèses drastiques, où on arrivait quand même à dire des choses,
mais là, c'est des hypothèses vraiment drastiques, mais qui restent un modèle jouet rigolo, et qui, en fait, avaient déjà été étudiées en partie dans la littérature. Donc, c'est quand tout le monde est égal à l'identité. À ce moment-là, quel que soit bêta, et d plus grand que 2, les particules convergent vers un seul cluster pour toute donnée initiale. Donc ce n'est pas un résultat juste à nous, c'est des résultats qui étaient déjà en fait présents. Enfin, nous on a étudié la version dynamique, mais il y avait des résultats très proches dans la littérature qui permettaient de déduire ça. Et ça a été raffiné pour la dimension 2, en fait, il manquait la dimension 2 et ça finit par être fait en 2025. Et j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit, j'ai oublié de le dire, mais comme l'a dit Pierre-Louis, il l'a mentionné d'ailleurs, c'est que cette vision Minfield sur les transformers, on n'était pas les premiers à l'avoir vue. Il y avait un papier de Sander, Ablin, Blondel et Perret qui avait vu qu'on pouvait faire cette version mesure sur les transformers. Donc c'était quand même eux qui avaient commencé. Après, nous, on a fait les particules en interaction, etc. Voilà, désolé, j'avais oublié de dire ça, mais c'est super important. Alors c'est très rigolo. Donc QKV identité, d'un point de vue modèle, c'est très très fort comme hypothèse, mais d'un point de vue maths, c'est assez marrant, parce qu'à ce moment-là, on a une énergie d'interaction, E bêta, qui est la somme sur IJ des E puissance bêta xi scalaire xj, et on va s'apercevoir que la dynamique est un flow gradient pour cette énergie. Et donc, on va réussir à réduire le fait d'arriver à des clusters, on va réussir à réduire ça au fait d'étudier les points critiques de E bêta. Et donc, évidemment, le maximum trivial de E bêta, comme on est sur la sphère, c'est que tous les xi soient égaux. La dynamique est une montée de gradient, mais la métrique n'est pas canonique à cause du fait qu'on a une division, là. Il y a une bonne métrique qui permet de faire ça, et la bonne métrique, il y a un petit calcul à faire qui est pas si... Enfin, nous, au début, on n'était pas sûr que ça allait être un flow gradient comme ça, mais en fait, c'en est un. Donc, si vous regardez grand X, qui est la suite de particules x1 jusqu'à xn, et le produit scalaire que vous mettez sur l'espace tangent à sd-1 puissance n, c'est ce produit scalaire-là, donc les AI et les BI, c'est des vecteurs tangents à la sphère, et bien à ce moment-là, c'est une montée de gradient. Et donc, vous pouvez étudier les points critiques de E bêta, et il suffit de montrer que c'est tous des points cell stricts. Et c'est pareil, c'est des calculs de matrice, etc. C'est pas hyper sophistiqué, mais c'est quand même rigolo. Et on arrive après, du coup, en utilisant des théorèmes classiques de dynamique, donc le théorème de la variété centrale stable, qui implique que, du coup, pour presque toute donnée initiale, le flow gradient converge vers... les données initiales qui convergent par ce flow gradient vers les points critiques cell stricts, c'est-à-dire où il y a une valeur propre qui nous pousse, qui nous pousse encore vers un maximum de l'énergie, ça mesure 0. Voilà. Ça, c'est à petit n fixé. Tout est à petit n fixé. Pour l'instant, je travaille que à petit n fixé, je vais parler de petit n infini plus tard. Tu mentionnais l'histoire de champ moyen, mais il n'y a pas de champ moyen. Non, nous, on a beaucoup étudié le n fixé au début. Après, je vais revenir... Alors, donc, très décevant, la sphère, a priori, tout le monde cluster vers un point. C'est beaucoup trop fort, ce clustering vers un point, comme je l'ai dit, parce que on aimerait bien éviter ça, en fait. Ça veut dire que notre réseau de neurones, il finit par tout perdre. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que sur ce système-là, avec QKV égale l'identité, pour bêta grand, en fait, il y a un phénomène de métastabilité qui fait que, donc on peut le simuler, c'est très simple, et on voit qu'il y a des clusters qui se forment et qui mettent extrêmement longtemps à finir par se réunir en une seule particule. Les particules forment petit n très petit devant n, petit m très petit devant n cluster, et d'un point de vue maths, ça c'était plus compliqué. Donc déjà, la raison mathématique, c'est qu'à la plupart des points critiques de E bêta, les valeurs propres positives de la Hessienne sont presque nulles. Je vous rappelle, en fait, c'est une montée de gradient. Hein. E bêta, c'est son maximum qui nous intéresse, c'est une montée de gradient. La valeur propre positive, c'est ce qui va faire qu'un point cell est strict. Et en fait, le problème, c'est que vous avez en plein de points critiques une valeur propre positive, mais elle est super petite. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à s'échapper de ce point critique. Et on peut le voir aussi d'un point de vue maths, d'un point de vue juste sur ça très facilement, si on a ce bêta là. Si des clusters, vous commencez par des
si vous commencez sur la sphère par des points qui sont séparés par, ici, une distance très grande devant 1 sur bêta, donc je prends bêta grand, 1 sur bêta c'est assez petit, si la distance entre deux clusters est très grande devant 1 sur bêta, en fait vous vous apercevez que là-dedans, chaque point est attiré seulement par les points de son cluster, essentiellement. Donc les clusters bougent très peu, et ça met un temps exponentiel en bêta pour se réunir. Donc on est content d'un point de vue modélisation, parce que ça réintroduit de la diversité dans les configurations finales, enfin pas vraiment finales, mais juste en temps grand. Et il y a eu des preuves rigoureuses par Geszkowski, Kubi, Polionski-Rigolet et Bruno Pascolotto-Agazzi de ces phénomènes-là. Moi, j'aimais bien aussi le cas de RD, parce que c'était un cas où, naturellement, on arrive à analyser beaucoup plus de situations, c'est-à-dire si au lieu des particules dans la sphère, on regarde des particules dans RD, eh ben, on arrive à dire ce phénomène que je vous ai montré en image tout à l'heure, on avait ce polytope qui apparaissait, c'était assez élégant, et donc on avait voulu comprendre ça, et en fait, pourquoi c'est naturel? Je vais juste vous montrer, c'est que on a un système de la forme xi point égale somme des PIJ Vxj. Bah, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire apparaître un moins xi. Et comment on fait ça? Bah, juste on fait une normalisation E puissance TV. Oui, alors qu'est-ce qu'on fait? On écrit Zi de t égale E puissance moins TV xi, et la dynamique sur les Zi, c'est celle-là. Alors c'est très naturel de faire ça aussi, parce que si on ne met pas cette normalisation, essentiellement, vous pouvez imaginer que vous avez un système. Si vous avez un système xi point égale vxi, évidemment, tout diverge, c'est pas bon, et la bonne façon que tout ne diverge pas, c'est de faire E puissance moins TV xi. On voit évidemment que la théorie spectrale de V, enfin la décomposition spectrale, va jouer. Donc maintenant, ça ressemble à un Laplacien discret, et donc c'est très rigolo à analyser. Donc là, j'ai écrit quoi? La dynamique dépend de quels sont les produits scalaires les plus grands. Alors, si V égale l'identité, bah là, ça ressemble vraiment à un Laplacien, et l'enveloppe convexe des Zi va se rétrécir et converger vers un polytope convexe quand t tend vers l'infini. Et si jamais on suppose que Q transpose K est symétrique définie positive, tous les Zi convergent vers le bord de ce polytope convexe, et presque sûrement en fait vers les sommets du polytope convexe. D'un point de vue modélisation, c'est très intéressant, ça veut dire que les tokens sont attirés par quelques leaders. Et ces quelques leaders, c'est des mots dans la phrase qui ont un sens sémantique particulièrement important. Le verbe, le sujet, etc. Si lambda 1 de V est plus grand que 0, là j'ai fait l'hypothèse V égale l'identité, si lambda 1 de V est plus grand que 0, si lambda 1 de V est à la fois plus grand que 0 et simple, alors on peut montrer que ça va converger vers deux hyperplans parallèles. Enfin, on a toute une zoologie en fonction de, en fait, ce qui compte principalement, c'est la première valeur propre de V. Et si V égale l'identité ou si V est multiple, bah, y a différentes choses qui apparaissent. D'un point de vue, à nouveau, hein, tout ça, d'un point de vue maths, c'est pas très compliqué. Vous avez une dynamique comme ça, comment vous faites pour le cas V égale l'identité? Bah, vous êtes juste en train de dire qu'un point Zi, du bord de l'enveloppe convexe, il va être attiré. Vous voyez, il y a plein de petites flèches qui partent toutes vers l'intérieur de l'enveloppe convexe, et du coup, la dynamique vous pousse vers l'intérieur de l'enveloppe convexe diminue, et ensuite, vous avez quand même tout un travail pour montrer que les points à l'intérieur, eux, vont être attirés vers le bord. Ça, c'est plus pénible, mais c'est aussi vrai, parce que vous avez envie de montrer que ça cluster vers les sommets. Pardon, je crois que ça n'avait pas beaucoup d'importance. Ah, si, très important. Il y a un phénomène fascinant qu'on a découvert plus tard, en fait, qui a été découvert par Valérie Castin, qui est étudiante de Gabriel Perret, c'est la préservation des gaussiennes. Moi, vous savez, au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi on étudie ce noyau particulier, finalement, qu'est-ce qui fait que c'est si intéressant? Et ce qui m'a donné à nouveau envie de réétudier ce noyau particulier, c'est un truc fascinant, c'est que donc, on regarde l'équation de continuité que j'ai écrite, et je vous rappelle, le champ de vecteur qui pousse la mesure, c'est celui-là, d'accord? Voilà, c'est juste l'équation de continuité. Voilà. Et la question, c'est, depuis le début, je vous ai parlé des mesures empiriques. Mais qu'est-ce qui se passe si je mets autre chose qu'une mesure empirique? Ben, un test quand même assez basique, c'est de mettre la gaussienne. Une gaussienne. Et donc, Valérie Castin, Ablin, Carrillo et Perret, ils s'aperçoivent que la famille des gaussiennes est préservée
même si QKV dépendent du temps. Et ça, c'est vraiment fascinant. Donc si vous avez mu t qui est la normale m de t sigma de t, et a de t, évidemment, depuis le début, je vous ai dit, un Q et K, souvent on peut juste les mettre ensemble. Donc a de t, c'est K transpose Q. Et ben, vous avez une dynamique juste sur la moyenne et la covariance. Et pourquoi c'est génial comme résultat? Alors, apparemment, je sais pas, en fait, les gens en machine learning, visiblement, ça les intéresse moyennement jusqu'à présent, parce que, évidemment, mettre une gaussienne en entrée, c'est un peu comme si on disait qu'on avait des tokens parfaitement indépendants, ce qui n'est pas vrai en pratique. Mais enfin, d'un point de vue maths, c'est quand même très élégant, et surtout, ça ouvre la porte à de l'analyse en dimension finie, ce qui est quand même nettement plus simple. Et c'est de l'analyse en dimension finie, mais ce n'est pas non plus trivial, parce que vous remarquez que sur la covariance, vous avez une équation quadratique, type Riccati, et donc, qui n'est pas très standard non plus, donc c'est pas non plus facile. Voilà, je mentionne ça, mais et là-dedans, la renormalisation est hyper importante pour avoir ce résultat. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce résultat. Voilà. Alors, je vais présenter... Bon, c'est un peu une revue, cet exposé, mais de différents sujets sur les transformers. Là, c'est une question très naturelle, c'est que dire de la limite n tend vers l'infini? En particulier, à quel point ai-je besoin d'avoir n grand pour être proche de la limite n égale l'infini? Okay. Donc c'est un travail joint avec Léa Bobo, Gabriel Perret et François-Xavier Vialard. Et c'est des résultats un peu contre-intuitifs, a priori. Donc, à quel point n doit être grand. Donc on prend une mesure de proba sur RD, ou sur la sphère. On prend les xi qui sont IID selon mu, et on prend mu n leur mesure empirique. On regarde juste une couche. Donc on regarde la sortie du transformer. On regarde somme des E puissance A. Donc A, maintenant, ça va être Q, K transpose Q. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a vu depuis le début. Et gamma mu, c'est juste du coup la limite attendue avec l'intégrale par rapport à mu. On a enlevé le V parce que dans toutes ces estimées, il va servir à rien. C'est juste, c'est un facteur linéaire qui ne jouerait aucun rôle. Je l'enlève juste pour les notations. Et la question, c'est estimer pour un x donné gamma mu n de x moins gamma mu de x. Ça paraît simple. Pourquoi? Parce que gamma mu n, c'est un genre de moyenne des xi. Du coup, d'après le théorème central limite, on s'attendrait à 1 sur racine de n, comme taux de convergence. Ok? Pas de surprise. Alors, mais en fait, c'est plus subtil. Parce que, évidemment... Alors, je vous donne un exemple. J'en ai pas parlé depuis le début, mais c'est ce qu'on appelle le hard max, le somme des E puissance AX scalaire XI divisé par la somme. En fait, ça a été introduit comme ce qu'on appelle le softmax, et ce qui en est, disons, ça converge quand A tend vers l'infini en un certain sens, vers le hardmax. Ça veut dire, on sélectionnerait le I pour lequel AX scalaire XI est le plus grand. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Si on prend A qui est bêta fois une autre matrice A0, bêta un paramètre réel qui tend vers l'infini, et par exemple le support de mu qui est sur SD-1, mais peu importe, alors gamma mu n de x, ça devient l'argmax sur I des A0x scalaire xi, c'est trivial, et gamma mu de x, ça devient quoi? Pareil, ça devient A0x sur sa norme. Et à ce moment-là, il y a un truc rigolo, c'est que vous pouvez calculer que gamma mu n de x moins gamma mu de x, typiquement, ça ne va pas du tout être 1 sur racine de n, ça va être 1 sur n puissance 1 sur d-1. Alors pourquoi vous avez ça? Donc beaucoup moins bien. C'est juste parce que vous prenez un x, d'accord? Vous prenez A0x, et vous avez des xi un peu partout, d'accord? Ou A0x divisé par A0x, ok? Et vous regardez le xi qui est le plus proche. À quelle distance il va être de lui? Il va être à distance 1 sur n puissance 1 sur d-1. Puisqu'on a c'est le nombre de points dans la sphère, c'est combien on a de points, quelle est la distance typique sur la sphère.
entre 2 points. Quand j'en mets n, bah voilà, j'en ai 1 sur n puissance 1 sur d-1. Donc ça, c'est lié au fait que j'ai pris un très grand A, entre guillemets. J'ai regardé le hardmax. C'est un peu de la triche, mais quand bêta est grand et dépend de n, évidemment, le même phénomène va apparaître. Et il faut se rappeler... Ah oui, voilà. Donc je vais énoncer un théorème dans une minute, mais c'est pour vous dire qu'en fait, on a vu de façon générale que la convergence du gamma mu n de x vers le gamma mu de x est ralentie à cause du fait que vous avez cette exponentielle ax égale rxi qui fait qu'on n'est pas juste en train de prendre la moyenne des xi, mais on est en train de pondérer par un truc très non linéaire, et plus a est grand, moins bien ça converge. Alors, en fait, je vais vous dire... Bon, on va voir l'énoncé précis tout à l'heure. Alors ça, c'était la question de Pierre-Luc tout à l'heure, c'était le nombre n de tokens, il est d'ordre 1 million aujourd'hui, donc c'est pour ça aussi que cette question est pertinente, d c'est à peu près 1000. Et c'est relié, en fait, ce que je vous raconte, à une autre question qui est que l'attention, quand vous voulez la calculer en pratique, c'est-à-dire la matrice PIJ, bah, c'est quadratique en n, puisque vous devez calculer tous les QXI scalaires KXJ. Et les gens se disent, c'est trop long à calculer, donc comment faire pour le calculer plus vite? Et en fait, notre problème, ce serait aussi un peu de dire, disons que j'ai un n très grand, mais je voudrais en choisir moins de tokens, et réussir quand même à faire que gamma soit proche, pour un m fixé, du n... oui. Le phénomène de la détérioration de la convergence de des grands nombres Oui. dans des champs moyens a été observé aussi bien en proba qu'en EDP par de nombreux auteurs en proba. Le premier article, c'était pas un Fournier. Fournier, oui. Hein? D'accord. Et donc, ce qui me surprend un peu dans l'explosion, c'est dans le cas d égale à 2, tu as mieux que le 1 sur racine de n. Non, mais moi je pensais à la grande dimension. Donc tu ne garantis pas n égale à 2. Non, je ne garantis pas n égale à 2. Et pour tout dire, en fait, dans notre papier, on n'a même pas écrit ces choses-là. C'était en réfléchissant à comment j'allais vous présenter ça que j'ai écrit ça. Donc tu me rassures. Voilà, je garantis pas tout, mais aussi, je suis quand même assez sûr de ce truc-là. Mais dans petite dimension, ça, j'ai pas réfléchi. Donc, il y a un papier relié par Boyer et Boursier très, très récent. Voilà. Et donc, c'est quoi le résultat? Donc, si mu est centré avec le support de mu qui est contenu dans une boule, typiquement, vous pouvez penser aller sur la sphère, alors, pour tout R, pour tout delta, il existe une constante telle que pour n suffisamment grand, avec grande proba, donc gamma mu n de x moins gamma mu de x, il est comme 1 sur racine de n, d'accord, mais il y a un facteur exponentiel. Donc, évidemment, ce facteur exponentiel, si vous prenez a égale l'infini, entre guillemets, bah, c'est là que vous allez avoir d'autres phénomènes. Donc vous avez quand même 1 sur racine de n, mais vous avez un facteur exponentiel, et la détérioration intervient quand vous prenez des moyennes sur les x aussi. Là, c'est un sup sur les x. Quand vous prenez des moyennes sur les x, vous allez obtenir, au lieu de 1 sur racine de n, vous allez obtenir d'autres choses. Bon. Je vous donne juste le cas un peu extrême, justement, de l'attention hardmax, qui est extrêmement simple. Imaginez, cette fois-ci, que vous avez des xi qui suivent une gaussienne. Donc vous avez vos xi, vous les prenez au début, une gaussienne en 1D, vous avez des xi, comme ça, qui suivent une gaussienne, vous en avez de plus en plus au voisinage de 0. Vous prenez des xi, ça c'est mes x1 jusqu'à xn, et je fais une attention hardmax sur ces tokens-là. Alors c'est quoi? C'est l'image de grand xi, c'est le max des xj. Alors il y a deux possibilités. Ça c'est 0. Si je prends un x qui est ici, le hardmax va me l'envoyer, je suis désolé, c'est pas très propre. Si je prends un x de ce côté-là, le hardmax va me l'envoyer sur le max des grands xi. Max des xi, pardon. Et s'il est du côté gauche, le hardmax va me l'envoyer sur le min des xi. Donc on peut voilà, gamma mu n, c'est une application qui m'envoie les tokens à droite de 0 sur leur max et les tokens à gauche de 0 sur leur min. Si on regarde la moyenne de tous ces grands xi, de toutes ces images, eh ben, au lieu de converger vers 0 à vitesse 1 sur racine de n, elle va converger à vitesse 1 sur racine de log n.
Donc c'est un ralentissement vraiment extrême, mais qui est lié au fait qu'on est dans le hard max. D'accord ? Mais ça vous dit quand même que c'est un phénomène voilà, qui est très très lent à observer. Et ça, c'est un calcul facile. En fait, on a le premier théorème, on l'a fait dans un cas, au lieu de prendre des mesures à support compact, on a fait le cas sous-gaussien, et c'est là qu'on voit apparaître vraiment un ralentissement, parce qu'en fait, c'est les queues de distribution qui peuvent créer un ralentissement. Bon, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelait la token sample complexity, combien vous avez besoin de tokens pour arriver à la limite n égale l'infini. Voilà. Et ensuite, je voudrais un dernier sujet duquel je vais vous parler, qui était peut-être le plus difficile d'un point de vue maths, c'était de comprendre l'expressivité des transformers. C'est la question suivante, votre réseau de neurones, donc déjà, on ne va plus supposer QKV égale constant, etc. Le but, c'est maintenant de comprendre à quel point ces réseaux de neurones peuvent être expressifs, représenter plein de fonctions différentes. Donc une question supernaturelle, qui est à nouveau indépendante de l'entraînement. Vous avez 0 entraînement, vous êtes juste en train de vous demander est-ce que je peux créer des couches qui peuvent reproduire une fonction de RD puissance n dans RD puissance n. C'est ça la question. Là, il y a un papier qui est très très bon à mon avis. Donc la question mathématique liée à l'expressivité, quelquefois on appelle ça l'approximation universelle. Donc c'est un papier qui s'appelle Are Transformers Universal Approximators of Sequence-to-Sequence Functions? Donc tout est dans le titre, et la réponse est oui. C'est les gens de Google qui ont fait ça en 2019. Et évidemment, vous êtes obligé de vous restreindre aux fonctions qui sont équivariantes par permutation, parce que le transformer, il est lui-même équivalent par permutation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, pour toute matrice de permutation, comme je vous l'ai dit, si vous permettez les tokens en entrée, vous permettez les tokens en sortie. Ce papier, il montre que, quel que soit epsilon, quelle que soit une fonction équivariante par permutation continue avec support compact, il existe un transformer G tel que f moins G en norme LP est plus petit que epsilon. Donc ça semble assez imbattable comme résultat. Simplement, il y a un truc qui n'est pas satisfaisant de mon point de vue, c'est que ça utilise à la fois les couches d'auto-attention, dont je vous ai parlé depuis le début, et ce qu'on appelle les feed-forward, mais c'est juste les réseaux de neurones classiques, ceux qui processent XI par XI et qui ont les poids usuels, avec par exemple un relu ou je sais pas quoi. Et donc ils utilisent deux types de couches et ils s'en servent vraiment, des deux. Et facile question sur l'architecture, parce que le résultat est vrai sur les couches habituelles, donc si on ne fait rien dans les transformers, le résultat est montré. Donc quelles sont les règles du jeu? Non, les règles du jeu, c'est que on ne peut pas... l'équivalence par permutation, ça fait que... non, en fait, déjà, ils prennent très peu de... Tout est explicite, ils prennent très peu de couches feed-forward. Ils en prennent très peu et ils utilisent à fond vraiment les mécanismes d'interaction, disons. Et je ne connaissais pas du tout ce résultat, qui semble passionnant à première vue. Et quand on dit il existe un transformer, on a droit à quelle classe? Celle que tu as indiquée avec toutes les matrices QKV, oui. Et ils ont besoin de deux têtes. Donc les têtes, j'en ai pas parlé, mais c'est quand on a à chaque couche, au lieu d'avoir QK et V, on a Q1, K1, V1. Ça nous donne 1. Et on a aussi Q2, K2, V2, et on somme les deux. Oui. Et l'idée très très vague de la preuve qu'ils ont, c'est en fait de commencer par tout faire avec de l'attention hard max, parce que ça on comprend bien. On comprend. Donc ils prennent leur fonction, f, qui est équivalente par permutation, et entre guillemets, donc là je représente son domaine de définition, et il la découpe en petits cubes, il découpe tout en petits cubes très fins, où f est presque constante, et ils essayent d'envoyer du coup un petit cube sur un autre petit cube. Voilà, avec ce G. Et pour ça, ils utilisent l'attention hardmax qui fait des choses qu'on comprend très bien. Et ensuite, ils utilisent du coup des très grands A ou des très grands Q et K pour approximer le hardmax. Donc pas de surprise, c'est comme ça que ça marche. Il y a aussi des papiers plus récents de Gishkovsky, Rigolet, Ruiz-Ballet et Furuya, Dehob, Perret,
Mais moi, ce que j'ai essayé de faire, donc évidemment, je vous présente mon travail, avec Andrei Agrachev, on avait essayé, c'était un moment justement où je vous ai dit, je ne voulais plus utiliser ce noyau très particulier d'attention, et ce que je voulais comprendre, c'était, est-ce que finalement, pour des systèmes équivariants, la propriété d'approximation universelle, ce ne serait pas quelque chose qui, globalement, est toujours vérifié, quasiment toujours, parce que, en fait, c'est une propriété qui est très faible. C'est très facile de créer plein de fonctions avec très peu de complexité, en fait. C'est l'idée, enfin, à mon avis, qui est clé, c'est le fait d'avoir le droit de composer des couches, c'était l'idée de base des réseaux de neurones, l'idée de composer des couches, crée énormément de diversité. Et d'un point de vue contrôle, donc moi, avec Andrei Agrachev, on avait un point de vue très contrôle et contrôle géométrique, c'était l'idée, si vous composez des couches, bah, évidemment, c'est des questions de crochet de lit. Est-ce que vous arrivez, en composant une couche, une autre, moins la couche, moins l'autre couche, vous créez des nouvelles directions, et vous arrivez à créer une grande diversité de fonctions que vous arrivez à reproduire. Et donc, notre but, c'était d'aller au-delà de la forme précise de l'auto-attention avec ses exponentielles machin et tout ça, utiliser des interactions plus générales et surtout ne pas utiliser de couche feed-forward, juste utiliser les mécanismes d'auto-attention vraiment de particules. Bon, alors qu'est-ce que c'est notre résultat? Déjà, ce n'est pas un résultat d'approximation universelle, c'est un résultat d'interpolation universelle. C'est une toute petite différence, c'est qu'au lieu d'envoyer une fonction vers une autre fonction, on va prendre grand N suite de points, c'est-à-dire un grand N éléments de RD puissance n, c'est ce que j'ai dit depuis le début, et grand N nuage de points en sortie Z1 jusqu'à Zn, et le but c'est d'envoyer Y1 sur Z1, Y2 sur Z2, etc. Ce qu'on appelle l'interpolation. De façon équivalente, c'est envoyer les mesures empiriques sur les mesures empiriques grâce à la famille contrôlée de champs de vecteurs xθ de t. D'accord? Et je veux que si mu de 0 égale mu i, alors mu de 1 égale nu i. Pardon, je ne m'en sors pas. Voilà, et on veut un θ de t commun. C'est un problème de contrôle simultané. Donc voilà, j'ai juste rappelé. Le problème, c'est un problème, c'est pas si trivial, parce que si au début vous commencez avec, imaginez que dans une des suites, vous ayez x1 égale x2. Vous avez deux tokens qui sont égaux. Et bien ça, c'est préservé par toutes ces équations de continuité. Et quel que soit le système de particules que vous regardez. Et donc, ça vous définit une stratification de l'ensemble des mesures à n points, qui est, si vous avez deux points collapsés, vous avez une strate des mesures à n points qui correspondent à quand est-ce que les deux points sont collapsés, etc. Et tout système de particules bien posé préserve les strates. Okay? Quand vous êtes en train d'appliquer des couches, vous restez dans la même strate où vous étiez au début. Et donc, on voit les couches d'auto-attention avec un QKV donné comme un champ de vecteurs sur l'ensemble des Mn, tangent aux strates. Et donc notre résultat, c'est que dès qu'on a au moins deux champs de vecteurs différents, si on les choisit de façon générique, c'est-à-dire on a un ensemble ouvert dense de champs de vecteurs, de coupes de champs de vecteurs, ou au moins deux, tels que, qui sont tangents aux strates, et voilà, un ensemble générique dans l'ensemble des champs de vecteurs tangents aux strates, tel qu'on a la propriété d'unique interpolation. C'est assez attendu comme résultat, mais il y a une difficulté mathématique importante, c'est que les champs de vecteurs tangents aux strates, c'est-à-dire les systèmes de particules, ils ont, les systèmes d'interaction, ils ont mesure 0, parce qu'en fait, dans l'ensemble des champs de vecteurs sur RD puissance n, le fait de préserver les strates, c'est quelque chose de très particulier. Et donc, ils sont eux-mêmes très non génériques. Donc, on prouve une propriété de généricité dans un ensemble de mesure 0, si vous voulez. Et ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Sur l'espace des mesures de combat, on n'a pas vraiment de mesure, mais là, ça change un peu la géométrie et la taille des choses, non? Oui. Et alors, je ne sais pas exactement... Tu veux dire, quand elles sont absolument continues? Pardon? Quand elles sont absolument continues, les mesures, ou... non, tu veux dire quoi? En général, tu as un champ de déplacement de la mesure, enfin l'équation de continuité que tu as acheté, que tu as eu, je pense que ce n'est pas une restriction aussi forte.
C'est très particulier des mesures empiriques, c'est ça que tu veux dire. C'est quand même assez particulier des mesures empiriques. Mais après, réussir à... Quand on a des choses absolument continues, le point de vue champ de vecteur, c'est assez compliqué en fait, hein, parce que... ouais. Il y a des problèmes techniques. Et il y a autre chose, c'est que ce résultat, il vous dit que c'est possible, mais c'est toujours la même chose. Peut-être que vous avez besoin d'énormément de couches, et notamment si vous avez 2 points au début, vous avez x1 qui est ici, x2 qui est ici, et ils sont très proches, ben, le résultat, il dit que vous allez toujours réussir à les séparer aussi loin que vous voulez, mais évidemment, ça peut vous prendre énormément de couches. Et voilà, j'ai quasiment fini. En fait, notre résultat, on l'a écrit de façon générale comme un système, propriété de contrôle des systèmes de symétrie, avec des contrôles qui préservent les symétries. C'est beaucoup plus général que les systèmes de particules. Vous avez plein d'autres systèmes que vous pouvez écrire de cette façon-là. Et voilà. OK, donc perspective. J'ai rien dit sur l'entraînement, parce que j'ai rien à dire, mais je pense qu'il y a des bonnes questions de contrôle et de contrôle optimal et de contrôle stochastique peut-être derrière tout ça. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.